Monsieur, dames, chers collègues, je suis jeune, plus jeune que mon prédécesseur, donc je vais me permettre de rester assis. En toute logique. À bien des égards, je vais prendre la suite de Pierre de Lausanne, surtout en ce qui concerne ses dernières observations. Et je vais me focaliser donc, sur la question de fond, et tout en vous annonçant d'ores et déjà que Pierre de Lausanne avait tout à fait raison donc, sur le fond, l'affirmation qu'il y a une disparité grandissante entre les riches et les pauvres d'un côté, donc une croissance de l'exclusion à l'échelle mondiale n'est pas correcte. Et donc je voudrais vous familiariser avec les faits les plus saillants en ce qui concerne l'évolution de la pauvreté et de la richesse à l'échelle de l'économie mondiale, et puis faire quelques observations sur les explications que les économistes apportent à l'analyse de la pauvreté, donc bien sur les causes de la pauvreté matérielle. Donc je vais me focaliser sur cet aspect-là. Je voulais faire deux remarques préliminaires, mais puisque mon collègue m'a prédécé, je vais juste citer le pape sur la première question, donc quel est le rapport entre le magistère et la science économique. Nous lisons donc dans son exhortation, le paragraphe 184, que ni le pape ni l'Église ne possèdent le monopole de l'interprétation de la réalité sociale ou de la proposition de solutions aux problèmes contemporains. Ça, c'est une mise au point très importante. Donc, le pape reconnaît et affirme les limitations du magistère et l'importance de la division du travail entre les spécialistes des sciences sociales, notamment les économistes, spécialistes de l'analyse causale, et le magistère de notre côté. Quels sont les domaines de compétences du magistère? Quels sont les domaines de la morale et de la vie spirituelle? Et donc, le pape est en son droit d'affirmer, voilà, ici, on a un problème. Maintenant, j'ai ma petite intuition qu'elle pourrait en être les causes, mais c'est à vous, les économistes, et à tous les autres qui ont peut-être les meilleures idées, encore que les spécialistes professionnels, d'apporter les réponses. Pour vous donner une analogie qui m'est venue à l'esprit, peut-être pas un mauvais esprit, mais je vous la donner tout de même, l'analogie de la voiture. Donc, nous sommes tous compétents, plus ou moins, en tant que conducteurs de véhicules, et parfois nous identifions un problème. La bagnole n'accélère plus. Quelle pourrait en être la cause? Nous en sommes ignorants. Donc là, nous nous référons à l'expert, qui est en l'occurrence le mécanicien, le garagiste, qui va nous dire si c'est un problème du moteur ou du carburant que nous utilisons ou autre chose. Le frein ne marche plus. Nous constatons que c'est un fait. Le frein ne marche plus, ou il marche mal, ou trop tard. Et quelle en est la cause? Est-ce que c'est hydraulique? Est-ce que c'est un problème mécanique? Est-ce que c'est autre chose? Ce sont les plaquettes qui sont usées? C'est le spécialiste, ou peut-être nous-mêmes, ou notre voisin qui est plus expert que nous, qui va jeter un coup d'œil, qui va nous renseigner sur la question. Ici, donc, nous avons une analogie parfaite. Le pape nous dit, écoutez, chers amis, on a ici quand même un problème. Il y a un problème de pauvreté, au moins, peut-être pas partout, mais au moins dans certains pays. Et on a une circonstance qui l'aggrave, c'est l'indifférence. Voilà, j'ai ma petite hypothèse sur la question. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? À vous de vous engager à la fois dans l'analyse et dans le redressement de ce problème. Et il ne s'exclut pas dans cet engagement, évidemment. Donc, il nous focalise sur la question de la pauvreté. Je rentre donc dans mon sujet avec 4 constats empiriques qu'on peut donc tirer des statistiques disponibles et qui ont été constituées à la fois par des organismes publics, notamment par la Banque mondiale, mais aussi par des instituts de recherche privés. Donc je m'appuie ici sur 2 sources de données classiques. D'un côté, une banque de données qui s'appelle Doing Business. Malheureusement, c'est le nom de l'anglais. Donc faire des affaires. Doing Business, que vous trouvez sur le site de la Banque mondiale. Donc Doing Business. Et l'autre, c'est l'indice de la liberté économique, une base de données, un classement des pays, créé par la Fondation Héritage aux États-Unis. Donc ces 2 institutions de recherche se sont penchées sur la question, quel est le rapport empirique entre liberté économique d'un côté et la croissance et la richesse d'un autre côté, richesse globale, richesse par tête
progression de la richesse. Donc on peut trouver ici trois affirmations principales, trois faits principaux, et je vais en rajouter une quatrième qui n'est pas dérivée de ces sources d'information, mais qui résulte d'autres sources d'information sur lesquelles je vais revenir ultérieurement. Donc premièrement, on constate qu'à l'échelle mondiale, la pauvreté est en régression depuis 40 ans. Et je vais revenir sur ce point pour vous donner quelques indications chiffrées. Deuxièmement, elle a diminué le plus fortement dans les pays où il y a la plus grande liberté économique. Troisièmement, la distribution des revenus est plus inégale dans les pays où la liberté économique est le plus fortement réprimée. Donc, grosso modo, plus il y a liberté économique, plus fort est donc la présence des mécanismes de marché, le respect des droits de propriété, non pas la licence, pas l'irresponsabilité, le mécanisme de marché, plus forts sont les taux de croissance et moins inégale est la distribution des revenus et de la richesse. Quatrièmement, donc ça c'est trois points dérivés des sources mentionnées. Quatrièmement, il faut quand même reconnaître que la distribution des revenus et aussi des patrimoines est devenue plus inégale, même dans certains pays économiquement libres au cours des 40 dernières années. Et je vais également revenir sur ce point qui me semble être significatif. Mais tout en étant dans ce quatrième point, la distribution des revenus et des patrimoines est toujours moins inégale dans ces pays-là que dans les pays où la liberté économique est réprimée. Alors, quelques précisions statistiques. Et malheureusement, il n'y a pas la possibilité de faire la projection de la belle présentation PowerPoint que j'avais préparée. Mais bon. Donc, premier paragraphe, c'est ça. Hein, ce sont trois belles courbes qui montrent donc la distribution du revenu mondial. Et pour donc, ceux qui sont intéressés par la question, vous allez rechercher l'auteur Xavier Salamartin, qui publie donc dans le Quarterly Journal of Economics, mai 2006. Donc, ce statisticien a examiné donc, la distribution des revenus à l'échelle mondiale et il constate qu'entre 1970 et l'an 2000, la moyenne des revenus mondiaux n'a cessé d'augmenter. D'accord. Donc, premier constat est que cette moyenne a bénéficié de plus en plus de personnes. Parce que vous pouvez avoir une moyenne qui concerne juste un faible nombre de personnes, mais donc là, la moyenne a bénéficié toujours d'un nombre grandissant. Deuxièmement, si on regarde maintenant le PIB réel par tête, donc ça c'est le produit intérieur brut, donc la mesure habituelle de la création de richesse, on constate la chose suivante. Donc, si on divise tous les pays, donc à l'échelle mondiale à peu près 180, si on divise ces 180 pays en 4 groupes, le groupe des pays les plus libres sur le plan économique, puis le deuxième groupe, le troisième groupe, et finalement le groupe le moins libre sur le plan économique, on constate donc que le PIB par tête s'élève en 2011 à plus de 36 000 $ dans les pays les plus libres sur le plan économique, à presque 18 000 $ par tête dans le deuxième groupe, à 8 500 $ à peu près dans le troisième groupe, et dans les pays où la liberté économique est la plus réprimée, à un peu plus de 4 000 $ en moyenne. Donc ce sont des énormes différences. Deuxièmement, si nous considérons la croissance du PIB par tête, c'est-à-dire la variation du PIB par tête, sur une période de 20 ans, 1991 jusqu'à 2011, on constate que la progression, c'est-à-dire l'augmentation du PIB par tête, a été la plus importante encore dans les pays les plus libres sur le plan économique. Donc là, il y avait une augmentation moyenne de 3,6%, presque 3,7% annuel. Dans le deuxième groupe, 3,1%. Dans le troisième groupe, 2,8%. Et dans les pays où la liberté était la plus réprimée, la liberté économique, juste un peu plus d'1% par an. Donc, encore une énorme différence. C'est-à-dire, les pays où la liberté économique est la moins réprimée, les pays qui sont les plus libres sur le plan économique, l'éradication de la pauvreté progresse à un rythme annuel de presque 4%, tandis que dans les pays qui sont les plus réprimés sur le plan économique, c'est à peine 1%.
Puis, un autre chiffre qui pourrait être intéressant, c'est d'ailleurs, je pourrais aller longtemps, perdre. Ah oui, j'accélère, je saute ça c'est intéressant. Parce que ce qu'on peut montrer aussi, c'est que le revenu des 10% les plus pauvres est plus élevé dans les pays économiquement plus libres que dans les pays économiquement réprimés. C'est intéressant quand même. Et puis, donc, finalement, la distribution des revenus, effectivement, est plus égale dans les pays avec plus grande liberté que dans les pays avec moins grande liberté. Donc, ce sont justement des pays où il n'y a pas vraiment une économie de marché, mais une économie de connivence, de copinage, comme Jean-Yves Naudet l'avait évoqué tout à l'heure. Alors, donc, où situer les pays dont notre pape est bien familier? Donc, commençons par l'Argentine. L'Argentine, donc, selon le classement de la Fondation Héritage, 178 pays. L'Argentine est classée numéro 166. D'accord? Là, vous êtes dans le même groupe que le Zaïre, Zimbabwe, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas fameux sur le plan économique. Donc, il faut se rappeler ce fait-là parce que c'est l'expérience immédiate personnelle qu'a notre pape. Rappelez-vous l'analogie de la voiture, il est dans la voiture, le frein ne marche pas. Il est dans l'Argentine, on a quand même un gros problème. On a un gros problème de pauvreté et d'indifférence, donc d'exclusion. Un autre pays dont il est bien familier, c'est l'Italie. L'Italie se situe donc au numéro 86 sur 178. Pas fameux non plus. Donc c'est un pays où la liberté économique est dite modeste selon le classement. En France, on est numéro 70. D'accord. Donc quand même encore une liberté économique modeste. Moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, là. C'est pas mal, on n'est pas encore dans le communisme. Les États-Unis, il va beaucoup mieux. J'ai un regard mitigé sur les États-Unis, mais ils sont numéro 12. Je crois que c'est un peu exagéré, mais bon. Et c'est pas le premier pays auquel il se réfère probablement. Maintenant, dernière pièce d'information qui concerne donc la distribution des patrimoines dans les pays riches, et donc ici en l'occurrence donc les États-Unis. Donc ce qu'on constate entre 1969 et 2010, c'est qu'il y a un écart grandissant entre les patrimoines et les revenus. Donc ça, pour mes collègues économistes qui s'intéressent à cela, je peux vous transférer les informations statistiques. Et ce qu'on observe effectivement, c'est normal que le patrimoine moyen soit un multiple du revenu moyen, parce que quand même, en moyenne, donc, il y a une accumulation d'épargne au cours d'une vie, donc à la fin, on a un patrimoine typiquement 3, 4, 5 fois plus élevé que le dernier revenu. Donc ça, c'est normal. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que cet écart se soit agrandi au cours du temps. C'est-à-dire, en 1969, le patrimoine moyen était 4 fois plus élevé que le revenu moyen aux États-Unis, et en 2007, c'était presque 8 fois plus grand que le revenu moyen. Donc, ceci interpelle évidemment les économistes, on s'en découvrira, parce qu'ici, clairement, on a un mécanisme apparemment à l'œuvre qui fait que ceux qui sont déjà riches, donc la richesse ancienne, est donc avantagée par rapport à la richesse nouvelle. La richesse n'est pas statique, elle change toujours, donc au début de la carrière, on est toujours relativement pauvre, et puis finalement, on sort un petit peu. Mais pourquoi est-ce que donc on met de plus en plus de temps à accumuler la moyenne, à accumuler un revenu qui est standard, un patrimoine qui est standard? Donc je vais revenir sur cette question. Alors, quelles sont les explications économiques de la pauvreté? Il y a 3 grands types d'explications. Il y a la thèse marxiste, la thèse keynésienne et l'explication des économistes classiques. C'est cette dernière que je privilégie moi-même, ayant étudié la matière pendant un certain temps. Je vais quand même revenir brièvement sur la thèse marxiste, parce qu'elle est toujours influente aujourd'hui et il y a des reflets dans l'exhortation de notre temps. Donc selon les marxistes, l'hypothèse de base est que richesse égale plus riche égale plus fort. Et on assimile le fonctionnement d'une économie de marché à une espèce de compétition sportive. C'est comme une course. Donc forcément, les plus riches gagnent, et il y a juste un qui l'emporte le prix, et les autres, ils retournent à la maison sans rien. Donc dans une économie de marché, selon les marxistes, il y a tendance à ce que les riches suppriment les plus faibles, et exploitent notamment les salariés. Et c'est donc le marché qui crée l'exclusion et qui crée la pauvreté.
Et donc un écart grandissant entre les riches et les pauvres. Dans cette vision, l'État-providence répare les pires excès de l'économie de marché, et ceci est donc un rôle un peu mitigé, parce que d'un côté c'est bien pour les exclus, pour les pauvres, d'un autre côté on perpétue évidemment les maux de l'économie de marché. On perpétue les maux du capitalisme. Donc la véritable solution est la révolution communiste. Donc on en finit avec le capitalisme, avec la propriété privée, et on instaure donc un régime d'égalité. Cette thèse a perdu beaucoup d'influence ces dernières années, notamment depuis 1989, mais elle est toujours sous-jacente, même dans les analyses des personnes qui ne se réclament pas expressément de la thèse marxiste. Je passe la thèse keynésienne puisqu'on n'a pas le temps. Je reviens donc à l'explication classique. Selon les économistes classiques, la création de richesse, donc l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion, dépend essentiellement de l'épargne, donc d'une vie frugale, et de tout ce qui est rendu plus possible par une épargne abondante, c'est-à-dire la division du travail, l'investissement dans le progrès technologique, l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc l'épargne n'est pas tout, mais rien ne vaut sans épargne. Sans épargne, on ne décolle pas. Donc plus on accumule l'épargne, et le plus sagement on investit cette épargne, plus pur on s'en sort. Donc, tout ce qui nuit à ce processus de formation et d'investissement d'épargne crée a priori la pauvreté et tend à créer l'exclusion. Quels sont donc ces mécanismes? C'est la destruction de l'épargne. Notamment, juste pour évoquer un processus, et il y a multiples techniques qui entrent ici en jeu, mais un processus qui est très pernicieux, c'est un système de retraite qui fonctionne sur la base de la répartition des cotisations et non pas sur la base de la capitalisation, c'est-à-dire de l'accumulation du capital. Le professeur Garello, qui est ici dans la salle, vient de publier un ouvrage de à peine 100 pages qui résume un grand traité qu'il a publié avec notre collègue Georges Lame, 3 tomes sur la question. Donc vous pouvez vous renseigner en détail sur la question ou vous pouvez lire la synthèse. Je vous recommande donc ce dernier point, ça devrait être la lecture obligatoire pour tous qui s'intéressent à leur retraite ou à ceux de leurs enfants. Voilà, donc ça c'est très pernicieux. Répression de l'épargne, taxation excessive des revenus, des profits, réglementation des entreprises, gaspillage de l'épargne. Pour juste évoquer un fait, en France, à peu près un tiers de l'épargne financière est absorbée par l'État. Et l'État, donc par définition, n'investit pas l'épargne. Peut-être l'État est nécessaire, mais en tout cas, il n'investit pas l'épargne au point de créer des revenus. Lorsque l'État investit, il n'y a pas des revenus qui y sont associés. C'est la grande différence entre l'investissement par l'État et l'investissement par l'entreprise. Donc cet argent-là, 35% de l'épargne financière des Français n'est pas investi tel qu'elle reproduit des revenus, donc reproduit sa valeur à l'avenir. L'État-providence se prête à divers problèmes, et je vais juste évoquer 2 problèmes ici, irresponsabilité et indifférence. Nous avons évoqué donc, tout à l'heure le problème de l'indifférence, souligné par notre pape, et cette indifférence est un résultat direct, évidemment, de la présence d'un fort État-providence. Si vous êtes rassuré que voilà, tous les pauvres dans le pays vont être encadrés par les institutions publiques, quel impact est-ce que ceci va avoir sur votre disponibilité, sur votre volonté de vous concerner personnellement du sort de votre voisin ou des gens pauvres dans votre quartier? On connaît tous la réponse. Donc, il y a une indifférence du côté des facteurs potentiels. D'un autre côté, il y a aussi indifférence de la part des bénéficiaires. Si vous savez, le grand frère, l'État-providence derrière vous, quelle est votre incitation à chercher des solutions à votre sort? Quelle est l'incitation pour vous à même vous intéresser? Est-ce que vous êtes peut-être pauvre, autre que matériellement? C'est très difficile d'aider quelqu'un qui est pauvre sur le plan spirituel, mais aussi matériel, qui ne se rend même pas compte de sa pauvreté et de toute manière n'est pas intéressé par la question. Donc l'État-providence ne peut jamais être plus qu'un outil de sauvetage à très court terme
mais en tant qu'institution, qui a donc un impact à plus long terme, il est absolument pernicieux, parce qu'il crée justement ce phénomène d'indifférence. Je dois terminer parce que j'ai déjà dépassé le temps qui m'a été alloué. Autrement, je voudrais donc souligner qu'un mécanisme très important donc, du gaspillage d'épargne, c'est notre système monétaire financier, donc, qui est étatisé dans une très grande mesure. Donc, on a créé des monnaies fiduciaires qui peuvent donc être multipliées très facilement, qui facilitent le refinancement de l'État, mais créent donc le problème de l'irresponsabilité sur les marchés financiers, etc., etc. Donc, conclusion générale, ce qui crée pauvreté matérielle et exclusion ne sont pas les forces anonymes, invisibles du marché, c'est la main accaparante, the grabbing hand, la main accaparante de ceux qui cherchent à s'enrichir, respectivement à réaliser leur projet personnel par la force publique de l'État. Et donc la voie royale pour redresser ces problèmes-là, à savoir le problème de l'indifférence à côté, mais aussi de la pauvreté matérielle, c'est de se confier davantage à la liberté économique plutôt qu'à la force de la contrainte publique. Merci de votre attention.